Aujourd'hui, Yannick et moi, on s'est donné comme mandat, en fait, on dit un peu à la blague, d'allumer des lumières, mais je pense qu'on est deux conseillers très terrain, donc puis on est deux passionnés des plantes fourragères. Ouais. Donc, on s'est donné un peu comme mandat de ramener la plante fourragère un peu plus sur la table. Donc, ce qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est l'optimisation du potentiel de la plante fourragère. Donc, les plantes fourragères, là, on l'a vu durant la première partie du colloque, il y a vraiment beaucoup de bienfaits là, par rapport aux plantes pérennes. C'est ça, sur l'écosystème. Donc, il est faux de penser que le foin, que le rendement va se produire tout seul. Okay? Donc, on a souvent tendance à dire, à mettre des plantes fourragères dans des champs qui sont un peu moins adéquats pour d'autres cultures, mais c'est faux de penser que le rendement va se produire tout seul. Donc, les plantes fourragères conservent beaucoup d'éléments dans leur système racinaire, beaucoup au champ, mais il y a une très grande partie aussi de la biomasse qui est exportée, puis ça, je pense que c'est important de s'en souvenir. Donc, comme nous l'ont rappelé nos collègues lors de la dernière conférence, de la première partie du colloque. Donc, les rendements moyens sont en constante diminution au Québec. On laisse le maïs en silage prendre de plus en plus de place à un moment où la plante pérenne est convoitée sur plusieurs plans. Donc, on en a parlé beaucoup au niveau de la santé des sols, séquestration du carbone, protection des sols contre l'érosion aussi. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a certaines entreprises qui sont en mesure d'avoir d'excellents rendements, et oui, ça existe au Québec. On parle du 9, 10, 11, voire 12 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ça, ce sont des rendements réels qui ont été mesurés au Québec, même lors des dernières années là, un peu plus sèches. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le premier mot d'ordre qu'il faut retenir, c'est que le premier pas pour réussir dans les plantes fourragères, c'est d'abord de s'y intéresser. Et surtout, puis je pense qu'on va le voir beaucoup avec Yannick puis la régie qui en fait sur son entreprise, c'est d'y mettre autant d'attention qu'on le fait au niveau de nos grandes cultures. Justement, Yannick, dans ta rotation, toi, c'est quoi la place que ça prend? Oui, Émilie, aussi passionnée que toi, vraiment, la plante fourragère, c'est un défi d'agronome. Défi d'agronome, défi de producteur. C'est un défi, c'est un système complexe de 3-4 ans. Il faut comprendre que quand on fait une culture annuelle de maïs et soya, on sème, on récolte, puis on peut évaluer. Mais un système complexe comme de 3-4 ans, c'est là qu'est la différence. Il faut avoir vraiment l'implantation, le suivi de population, la fertilisation, et souvent, on a toujours l'hiver, la météo à ce moment-là. On le voit, c'est vraiment... Oups, attendez, un petit peu trop vite. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment le grand défi de météo. On le voit avec cet hiver, pluie, glace. C'est un système il faut avoir un système résilient. Puis à ce moment-là, on a un défi. Puis en tant que producteur, en tant qu'agronome aussi, il faut être challengé aussi à ce moment-là. On est souvent les conseillers que je conseille d'un club, puis on est challengé au niveau du maïs, de la fertilisation. Mais au niveau des prairies, il faut l'être autant. Je pense qu'elle mérite d'avoir la même attention, la même passion qu'on a pour pouvoir. Puis moi, la place de la prairie de foin dans ma rotation, c'est la base. C'est vraiment là, la santé des sols, la pérennité, même l'aspect régénératif. Je me vois vraiment... Le foin, j'ai beau faire les engrais verts que je veux avec des conditions incroyables. Le foin, c'est vraiment le remède de mes sols. Puis, aller chercher une belle rentabilité. On va le voir un petit peu plus loin. OK, un petit peu. On va trop vite. C'est bon. Fait qu'on voyait vraiment, tantôt qu'on disait, c'est que... Un petit peu... Ça va comme trop vite, là? Oui, c'est ça, c'est l'autre. On va s'ajuster, on est en studio. C'est dans le coin. Hein? Oui, exactement. Fait que l'ancienne diapositive, ça, on disait, c'est que souvent, les meilleurs rendements que je vais avoir dans le maïs, le soya, je vais les attribuer à la plante fourragère qu'il y avait auparavant. T'sais, on le voit, la photo qu'on avait avant, c'est vraiment un maïs qui était sur un retour de trèfle, puis il m'a amené vraiment une belle matière organique, puis un rendement, puis une marge économique. Puis souvent, la marge économique est très importante au niveau du foin, puis est très importante pour nos cultures annuelles aussi à travers la rotation. Puis moi, en tant que producteur, octobre 2020, j'ai vendu mon troupeau laitier, puis je me voyais vraiment pas comme producteur de... Puis souvent, c'est le cas, on laisse faire les cultures pérennes, les champs de foin pour s'en aller en grande culture. Puis moi, au contraire, je suis un passionné, j'ai réussi bien une belle expertise, puis mes plantes fourragères ont vraiment
est importante dans ma entreprise. À ce moment-là, comme je disais, on a à peu près un 15 hectares de légumineuses puis un 35 hectares de graminées. Puis on essaie de trouver un moyen là, pour vraiment aller chercher une belle rentabilité. Puis au niveau des rendements, on regarde, si on parle de la marge, je trouve ça important de montrer parce que souvent, on dit l'impression que le foin n'est pas nécessairement payant. Mais pour moi, il faut calculer vraiment une marge sur 3-4 ans, même 5-6 ans, pour voir que finalement, mes cultures annuelles se portent beaucoup mieux avec le foin. Puis on le voit vraiment, là, de chaque culture, on peut aller chercher vraiment le meilleur de soi, puis avec l'aspect vraiment qu'on connaît tout, que ce qu'on a nommé. Si on va un petit peu plus loin, là, tu reviens en arrière. Ça avance trop vite, hein? Non, c'est correct. C'est correct? Avance un petit peu. Vraiment, pour prendre un registre, pour savoir nos rendements, il faut vraiment avoir le vrai rendement. Puis le vrai rendement, c'est pas aussi facile. Amélie va vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour avoir un vrai rendement, pour calculer au niveau des marges économiques. Effectivement, Yannick, je trouve ça vraiment important que tu calcules ton rendement. Et ça, c'est un des principaux nerfs de la guerre aussi en production fourragère, je pense, c'est de connaître les rendements. Donc, oui, il y a du travail à faire là-dessus. Non, c'est pas si simple dans les faits à faire, mais je mets vraiment l'impact sur le vrai rendement. Pourquoi? Premièrement, de le faire aussi champ par champ. D'avoir une vision globale de l'entreprise, c'est bien, mais d'être capable de cibler vraiment les champs qui ont le meilleur potentiel, mais qui ont aussi les plus grandes adaptations, les plus grands investissements à faire, ça peut être très intéressant. Donc, dans les derniers mois, j'ai fait des exercices avec des producteurs d'évaluer les rendements versus les calculs réels. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il est vraiment facile de surestimer de 10 à 15 le rendement. Dans une ère où on cherche à améliorer les rendements, 10 à 15 je pense que c'est non négligeable d'en tenir compte. Donc, souvent, on a tendance à surestimer les rendements. Donc, d'avoir des poids exacts, c'est encore l'idéal. Donc, les poids, oui, les balles, c'est quand même relativement simple dans certains cas. Les remorques, parfois, ça se complexifie, mais je pense que maintenant, il y a des technologies, des techniques qui peuvent nous aider grandement à avoir des données fiables là, à ce niveau-là. L'autre chose qui va être importante d'avoir, c'est la teneur en humidité. Et non, habituellement, je récolte autour de. On veut avoir des teneurs en humidité pour des lots pour toujours être capable de ramener notre rendement à 100 de matière sèche. Et finalement, avoir les superficies des champs aussi. Donc, c'est certain que maintenant, avec les outils géomatiques comme Infosol, les GPS aussi au niveau des tracteurs, c'est relativement simple d'avoir des superficies assez fiables. Émilie, dans le comparer besoin, si on relance Brigitte, tantôt, elle disait voir si on va surfertiliser ou surfertiliser. On le voit vraiment, là, qu'on va essayer d'optimiser un peu les besoins. Puis si on regarde vraiment les tableaux, on compare vraiment la fertilisation de maïs, blé de printemps, prairie de 100 graminées, 40 légumineuses, établissements. Vous voyez, les besoins sont très similaires. Puis même, on peut noter que les rendements sont autour de 7 à 8 tonnes hectares au niveau du crack. Fait qu'il y a quelqu'un qui possède un rendement, comme vous avez vu la diapositive chez nous tantôt, autour de 9 à 10 tonnes hectares au niveau des graminées et des prairies, mais il faut fertiliser en conséquence de son potentiel de rendement. Fait qu'on ne voit pas pourquoi qu'un conseiller ou un agriculteur a une surfertilisation dans les prairies, parce que les besoins, on les voit, sont similaires. Puis même dans l'établissement, est très, très important parce qu'on a une complexité de 3 ans, 3 ou 4 ans. Il faut le voir dans la sommation de ces 3-4 ans-là pour bien fertiliser au moment de l'implantation, pour ne pas avoir de carence. Parce que par la suite, souvent, on a de la misère à fertiliser parce qu'on n'est pas enfoui. On n'a pas vraiment. Fait qu'on va le voir un petit peu plus tard tantôt. Fait que c'est vraiment là, vraiment, on peut pas. La comparaison est vraiment similaire. Tu peux avancer. Puis on le voit vraiment, là, 170 unités, 190. On parle d'autour de 200 unités de graminées. Fait que, comme je mentionne, les besoins en phosphore et en potasse sont vraiment similaires. Puis, Émilie, dans ton ouvrage là, au quotidien avec les plantes fourragères, est-ce que tu vois des scénarios comme ça où souvent les producteurs challenge un peu le conseiller ou qu'il va aller chercher du rendement? Écoute, on voit toutes sortes de scénarios. Puis là, Yannick, aujourd'hui, je te présente un tableau. Toi, tu es assez familier avec ce genre de tableau-là pour avoir fait de la fertilisation. Donc, c'est malheureusement pas un scénario que j'ai inventé pour les besoins de la présentation. C'est des scénarios que c'est pas de la fiction, là, c'est vraiment des vrais PAF, des vrais plans de fertilisation.
Donc, on a un champ, donc prairie de plus de 60 de graminées. Jusque-là, tout va bien. Donc, au niveau des besoins, quand on regarde ce qu'il y a au champ avec un bon potentiel, beaucoup de graminées, on regarde les besoins du CRAC ont été établis. Encore là, jusque-là, tout va bien. Et là, c'est quand on regarde au niveau de la recommandation de la fertilisation que ça se gâte un petit peu. Donc, on a une recommandation d'un engrais plus pour le soya, là, je dirais, donc qui apporte 10 unités d'azote, 22 de phosphore, puis 32 de potassium. Tout ça mis en une application après la première coupe de foin. Donc, évidemment, quand on regarde au niveau du bilan de cet apport-là, on réalise que ce champ-là, il est en déficit de 140 unités d'azote, 21 unités pour le phosphore et 43 pour le potassium. Et c'est un champ quand même de presque 10 hectares. Donc, il y a quand même des questionnements à y avoir ici, là. Puis la question que je me pose, moi, Yannick, en fait, c'est vraiment une situation réelle et c'est trop fréquent, mais qui aurait toléré ça dans le maïs? Donc, autant en tant qu'un agronome qui a fait le plan de fertilisation que le producteur qui le reçoit, qui tolérerait d'avoir un champ de maïs fertilisé comme ça? Exact. Émilie, moi, je challenge l'agronome que chez moi, le producteur et moi. Fait que c'est sûr que là, on est capable de pouvoir aller chercher du rendement, mais comme je vous disais tantôt, le défi est grand. Le défi est grand de ma fertilisation. Puis là, si dans la conférence, des fois, vous voyez, je suis affilié à un produit ou quelqu'un, c'est le producteur, c'est pas l'agronome. Fait que mes secrets de fertilisation à la ferme, c'est très simple. Je décortique vraiment les graminées des légumineuses. Puis les graminées, vraiment, vous avez vu tantôt, on a fétuque des prés, on a un petit peu de mie, fléole, dépendamment des foins de vacheterie à faire. En vendant mes vaches, à ce moment-là, j'ai établi des marchés de foins de commerce, autant pour les chevaux que pour les vacheteries, avec des sols un petit peu plus légers en potassium. Mais vraiment, la prairie de graminées est vraiment fractionnée en 2 fois. Puis souvent, les besoins sont très, très forts au printemps parce que la prairie de graminées, son plus grand rendement se fait au printemps. Fait que souvent, on va y aller 60-40, mais moi, des fois, je vais plus 80-20, dépendamment. Puis souvent, je vais y aller avec une forme d'engrais, avec un peu de soufre. Vraiment, le producteur parle, vraiment l'amidase, le 40-00, ça me parle beaucoup. Puis à ce moment-là, j'ai un beau résultat là-dessus. Au niveau des fumiers, gestion fumier à la ferme, normalement, les fumiers sont apportés pour phosphore et potasse. Oui, les graminées vont en profiter, peut-être une fois par année, mais vraiment, les légumineuses sont je te dirais, c'est un peu allergique aux fumiers dans le sens qu'il faut en profiter plus vers l'automne pour l'apport de phosphore et potasse pour la survie à l'hiver. Puis à ce moment-là, moi, c'est plus aux 2 ans que je vais étendre les lisiers de vaches, les lisiers de tord en pension là, pour aller chercher vraiment la survie à l'hiver à ce moment-là. Mais vraiment, la graminée est fertilisée. Moi, pour moi, ma graminée chez moi, c'est un maïs grain, la même chose. C'est vraiment de bien travailler avec ça. Fait que de travailler ces bases solides, un petit peu plus loin. Fait que, faut revenir à la base un peu. Qu'est-ce qu'on fait en culture annuelle, en maïs, en soya? Tout l'effort qu'on fait au niveau du semis, les semoirs, au niveau de la fertilisation, les principes de base qu'on a comme agronomie, je pense qu'il faut aller chercher ces principes-là. La fertilisation, on en parle aujourd'hui, mais si on en parle, mais il faut vraiment avoir respecté les principes de base avant. La fertilité des sols, vraiment avoir une belle fertilité. On a des types de sols, des fois, qui sont plus pauvres un peu, mais assez des enrichir. Le chaulage, on va en avoir parlé un petit peu plus longtemps. Préparer un établissement de foin alors que la chaux n'est pas au rendez-vous. Déjà en partant, c'est peut-être qu'est-ce qui explique un peu le rendement qui est déficient par après. Compaction, on en parle encore au Québec. Si tu as une compaction d'inculture annuelle, quand tu reviens en foin, mais la compaction n'a pas disparu. Là. Fait qu'il faut vraiment la gérer à ce moment-là. Puis, c'est sûr, qu'est-ce qu'on dit toujours, puis que je me répète depuis 22-23 ans, mais le drainage, nivelage, l'égouttement, je pense que c'est vraiment l'important au niveau de l'agriculture. Oui, Yannick, effectivement, d'avoir des bases solides, comme tu l'as mentionné, mais aussi même, là, aujourd'hui, on parle de l'optimisation de la fertilisation, hein, mais on aurait pu, je pense, faire un colloque juste à nous deux. Hein, on avait beaucoup de sujets. Évidemment, on ne rentre pas dans le choix des espèces, les taux de semis, les types de techniques de semis. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder aussi quand on est rendu à l'optimisation de la fertilisation. Chose certaine, c'est vraiment important de ne pas négliger la fertilisation. Oui, parce qu'on parle évidemment du rendement, mais ça a un impact aussi sur la pérennité, donc la longévité de nos prairies qu'on va être capable d'aller chercher.
La résilience aussi, hein, je pense qu'en agriculture, les 3 dernières années, ça a été le mot, vraiment le mot d'ordre, la résilience des plantes fourragères. Donc, c'est certain qu'une plante qui est en bonne santé, qui est bien fertilisée, avec un bon système racinaire, on va être capable d'aller chercher une meilleure résilience. Aussi, la qualité du fourrage qui est quand même pas négligeable. Donc, la fertilisation, on peut aller jouer, entre autres, sur la qualité du fourrage, ne serait-ce, comme tu l'as mentionné, Yannick, au niveau du soufre. Donc, en fertilisation, il y a un autre élément important là, que je trouve qu'il faut en parler. Ça va être important d'adapter des mélanges fourragers aussi en fonction des engrais qui sont disponibles à la ferme. Donc, comme tu l'as dit, Yannick, hein, souvent, quand on produit du foin, bien, on a aussi des animaux qui le consomment, puis on a des fumiers, des lisiers à valoriser. Donc, ça va être important de s'adapter. Et là, je m'explique, ça peut être comme, par exemple, d'ajouter des graminées dans des légumineuses pour éviter une surfertilisation azotée des légumineuses. Donc, d'aller intégrer des graminées qui vont venir prélever l'azote qu'on va apporter par nos engrais de ferme. À l'inverse, ça peut être aussi d'ajouter des légumineuses dans nos mélanges de graminées pour apporter de l'azote quand l'azote est limitant, parce qu'on ne veut pas recourir, entre autres, à des engrais organiques ou à des engrais minéraux ou en régie biologique, par exemple. Ça va être important aussi d'adapter la fertilisation en fonction de la composition botanique. Donc, faire de la fertilisation de plantes fourragères, c'est travailler avec des plantes qui peuvent varier d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Donc, ça va être important à chaque année de revalider la composition de la prairie. Donc, maintenant, en fertilisation, on parle beaucoup du concept des 4B. Donc, c'est quoi les 4B? Le bon fertilisant, à la bonne dose, au bon endroit et au bon moment. C'est facile à dire, mais ça s'adapte comment, ça, aux plantes fourragères pérennes? C'est un peu ça qu'on va voir dans les prochaines minutes par rapport à la fertilisation. Donc, premièrement, le bon fertilisant. En plantes fourragères, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'un seul fertilisant, mais c'est souvent une combinaison de fertilisants. Yannick l'a bien démontré en nous présentant un petit peu qu'est-ce qu'il fait chez eux à la ferme pour la fertilisation. Donc, c'est souvent des combinaisons soit de différents fumiers, lisiers, mais aussi d'une combinaison avec des engrais minéraux aussi. Ça peut être une bonne complémentarité. On va tenir compte du fertilisant, et ça aussi, on va en reparler un petit peu plus loin, que ce soit un engrais chimique ou encore les fumiers, les lisiers. Il faut tenir compte des différentes caractéristiques pour être capable d'aller chercher l'optimum puis d'appliquer le bon fertilisant au bon moment. Il faut aussi tenir compte des contraintes au champ. Ça, c'est quand même un point majeur, même si on a une belle plage, par exemple, pour bien valoriser le fumier en termes agro-environnemental. Si le champ est humide et qu'on fait de la compaction, il faut en tenir compte. Donc, c'est quand même pas si simple. On a plusieurs paramètres avec lesquels jongler. Tu as entièrement raison, Émilie. On connaît souvent le fertilisant, l'engrais chimique commun, l'engrais minéral, mais il faut connaître vraiment l'engrais organique à la ferme. Puis souvent, mais on faut casser comme amendement au fertilisant. Fait que, tu sais, un lisier de vache va avoir l'effet des deux. Un fumier de porc, un lisier de porc, vous allez voir un peu plus tard, il va avoir un azote ammoniacal qui va être vraiment super puissant. Fait qu'il faut vraiment connaître cet engrais organique-là. Puis souvent, on a la caractérisation des fumiers à la ferme. Oui, on avait l'aspect réglementaire au niveau agronome, mais c'est vraiment pratique de pouvoir connaître le bon fertilisant pour l'adapter à ce moment-là. Tu peux l'avancer. C'est vraiment de trouver, par ces engrais de ferme-là, le synchronisme de l'azote, comme mentionné tantôt. C'est que les fumiers n'agissent pas de la même manière. Puis si vous voulez vraiment valoriser la prairie, mais la prairie, la coupe n'est pas tellement longue, de 40 à 50 jours, même un peu avant, des luzernes de 30 à 40 jours. Fait qu'il faut avoir un synchronisme incroyable. Puis à ce moment-là, mais de bien connaître ces fumiers, c'est la base. Fait que la caractérisation, pour moi, autant que producteur qu'agronome, je pense que ça a vraiment sa place. Puis on va voir la prochaine acétate, diapo, c'est que vraiment la disponibilité de l'azote à court terme, là, on voit vraiment, on a placé un peu le lisier de porc, le lisier de bovin, fumier de poulet,
fumier pailleux. Ça donne une idée un peu, puis vous pouvez faire le même exercice avec les engrais aussi. Les engrais qui ont du soufre, le carne, l'urée. Il faut trouver la belle synergie qu'on peut amener aux plantes, aux cultures pérennes pour développer le rendement, puis surtout penser l'aspect 3 ou 4 ans. Je vous ramène encore là-dedans. C'est un défi très intéressant. Même pour moi, je trouve que c'est plus intéressant une plante fourragère qu'un maïs seulement, mais ça, c'est mon avis à moi. Mais le fertilisant, puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce à la ferme que je fais pour vraiment bien connaître mon fertilisant. Fait qu'à ce moment-là, on a des valeurs de référence que, mettons, un lisier de vache va nous amener. Puis à ce moment-là, que j'ai classé, c'est qu'une moyenne, en tant que conseiller, j'avais une moyenne qui était de 2004 à 2019. J'avais fait ma caractérisation au niveau de mes vaches. Ça n'a pas changé beaucoup. Vous voyez, là, au niveau NH4, 1,61, 1,34, 1,27. Mais ça me donne une idée vraiment de l'image de mon fumier. Et vraiment comment il réagit et comment je peux l'utiliser. Vous voyez, tantôt, je l'ai utilisé. Je l'utilise tout dans mes graminées, dans mes luzernes. Qu'est-ce qu'il y a? Puis vraiment, moi, je trouve il y a un amendement incroyable, un bon fertilisant, puis surtout un bel apport de potasse pour les légumineuses. Mais Émilie, souvent, qu'est-ce que tu vois au champ avec tes producteurs? Oui, Yannick, toi, ton exemple est plus... Ça va trop vite. Bon. Donc, ton exemple, souvent, des fois, on le voit dans le bovin laitier, il y a un petit peu plus d'uniformité. Puis quand on change d'élevage, des fois, il y a une plus grande différence. Et là, j'ajouterais, quand on a une gestion de fumier en amas, ça va être important. Hein? Ce n'est pas le fumier qui a sorti de l'étable qui va servir à fertiliser, mais c'est vraiment le fumier qui a passé du temps au champ. Donc, de venir prendre des analyses, puis de se faire des moyennes, de se faire des valeurs de référence aussi pour connaître exactement. Quand on colle un boguet d'engrais, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, idéalement, on veut se rapprocher le plus possible de la réalité aussi quand on travaille avec des engrais de ferme. Donc, ici, si on compare mes valeurs là, de plusieurs analyses que j'ai prises au sein d'un même amas, parce que je trouvais que la richesse des sols corroborait pas du tout avec l'historique des fumiers. On est allé voir ce qui se passait. Effectivement, on a découvert que au niveau du potassium, de l'azote et même du phosphore, c'était beaucoup plus pauvre et qu'on avait un fumier qui avait un rapport carbone-azote beaucoup plus élevé. Donc, c'est bien de travailler avec des valeurs de référence, mais c'est l'idéal de travailler avec des valeurs moyennes. Puis ça, je pense que nous, les agronomes, c'est beaucoup de notre rôle de parler de ça aux producteurs puis de leur faire comprendre que c'est important d'aller chercher des vraies valeurs à la ferme, puis c'est pas tellement dispendieux de prendre des analyses de fumier. Tu as tout à fait raison, Émilie. Quand on connaît la valeur, notre fertilisant, notre engrais de ferme, bien, moi, j'ai fait l'exercice avec l'inflation des engrais qu'on a eu en décembre jusqu'en février. Mais ce fumier-là, quand on calcule cette valeur-là, elle a une valeur à la tonne, une valeur à l'hectare. Fait qu'elle a un pouvoir de fertilisation qui est très important. Puis, dans ce contexte-là, je pense que tout prend de la valeur. Nos terres prennent de la valeur, les engrais prennent de la valeur, mais nos fumiers aussi. Fait que l'organe organique, je pense que si on le connaît bien, si on y amène une valeur au niveau NPK, bien, on peut s'assurer que finalement, ce fumier-là a une valeur pour la rotation en tant que telle. On peut avancer. Fait que le bon fertilisant, on le voit vraiment, c'est avec le type d'azote. On peut s'ajuster. Autant qu'on parle en engrais organique qu'en engrais au niveau minéral, d'avoir le bon type d'azote pour la fertilisation, pour savoir qu'est-ce qu'on a au printemps, quelle graminée, quelle variété qu'on a pour pouvoir les pousser à fond. Puis vraiment, souvent, le rendement d'une graminée se fait en début de saison et souvent à la première coupe. Fait que c'est vraiment important à ce moment-là. Puis on a diverses technologies. Là, je parle au côté agronome que vraiment toutes les compagnies peuvent proposer protection de l'azote, diverses formes d'engrais avec des enmineurs ou peu importe, qui va amener vraiment une belle synergie pour nos cultures pérennes. Mais l'important, c'est que nos cultures pérennes méritent la même attention que le maïs et le soya. Puis moi, pour ma part, je pense que oui. Puis, je pense qu'on ne peut pas se cacher aussi, c'est que vraiment, on peut amener, on l'a parlé tantôt, les produits chaulants. Si on n'a pas arrangé notre pH à travers les années au niveau de la rotation, on est pénalisé au niveau grande culture, mais d'autant plus quand on fait un établissement prairie où est-ce qu'on va maximiser vraiment le rendement puis la séquence de 3 ou 4 ans, je pense qu'il faut nos pH adéquats. Quand on parle d'un pH adéquat pour une luzerne, c'est un pH qui est autour de 7
le pourcentage de pH, mais à ce moment-là, si on est à 6,2, 6,3, déjà en partant, on a un potentiel de rendement beaucoup moindre. Fait que c'est vraiment à considérer. Puis ces produits chaulants-là, on peut mettre calcium, magnésium, vraiment pour aller chercher vraiment l'optimum au niveau de la fertilisation. Maintenant, au niveau de la bonne dose. La bonne dose, ça va être quoi? C'est de combler les besoins en nutriments. Bon, ça, jusque-là, c'est très simple. Par contre, dans le fond, on travaille avec des combinaisons souvent de graminées et de légumineuses. Donc, ça va vraiment être important d'aller connaître ce pourcentage-là. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le protocole de l'outil Nutri-Fourrager qui est super bien expliqué, qui est en ligne aussi, qu'on peut utiliser pour déterminer seulement le pourcentage de graminées légumineuses. Donc, ça, je pense que c'est un gros plus. Puis, c'est vraiment la base pour faire une bonne fertilisation. Vraiment, là, un bon plan de fertilisation. L'autre chose qui est important au niveau de la dose, c'est qu'il y a des ajustements selon la saison. Un peu comme on disait, Yannick, on va venir ajuster des fois le fractionnement dans le maïs en fonction de l'année. Là, dans le foin, bien, on a en plus plusieurs coupes de foin par année. Donc, on a plusieurs plages pour aller faire de la fertilisation, puis rajuster le tir en cas de besoin aussi. Évidemment, du fourrage, on travaille aussi avec la météo et la température. Donc, la production de foin ne fait pas à part des autres cultures. On a ça à gérer. Mais la météo et la température vont vraiment venir influencer beaucoup au niveau, des fois, de l'azote aussi, le comportement de certains éléments. Donc, c'est important de se réajuster tout au long de la saison. L'autre chose qu'il faut tenir compte, c'est le potentiel du champ. Chaque champ a un potentiel qui est à la base initié par le sol. Donc, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une base solide pour travailler, donc un sol le plus possible en santé. Mais il y a différents types de sols qui ont moins de potentiel que d'autres. Puis ça, bien, il faut vivre avec puis apprendre à travailler là-dessus. Donc, de venir ajuster la fertilisation en fonction du potentiel de chaque champ. Donc, optimiser, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher la limite du champ. L'autre chose, actuellement, les guides de référence en fertilisation, ils émettent des recommandations pour un rendement de 7 à 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça, c'est vraiment une note qui est indiquée là, à côté des tableaux. Puis c'est clairement aussi indiqué de réduire la fertilisation en conséquence si on a des rendements de moindre. Mais il n'y a pas de note pour si on a des rendements supérieurs à ça. Comment on fertilise à ce moment-là? C'est la question qu'on peut se poser. Au niveau de l'azote, on a quand même une ligne assez claire là-dessus des résultats faits au Québec par des équipes de recherche puis qui sont aussi en lien avec ce qui est recommandé en Ontario. Donc, on parle pour les champs de graminées d'un apport de 23 kg d'azote par tonne de matière sèche à l'hectare. Donc, ça peut être intéressant comme balise aussi là, pour les graminées. Maintenant, comment s'assurer que tous les besoins sont comblés? OK, là, c'est facile. On a fait un beau plan de fertilisation sur papier, mais comme on l'a mentionné, puis comme vous le savez aussi, le foin, c'est du long terme. C'est sur 3, 4, 5 ans, des fois un petit peu plus que ça. Donc, comment s'assurer qu'on a vraiment comblé tous nos besoins? La première réponse, ça, c'est ma réponse préférée d'agronome quand je parle à des clients, c'est de faire des tests au champ. OK? Faire des validations à la ferme, peu importe ce qu'on veut tester, c'est toujours très intéressant pour connaître c'est quoi notre limite, jusqu'où je peux aller, puis c'est quoi les éléments limitants aussi. Des fois, on peut avoir des belles surprises qu'on ne pensait pas avoir. Donc, de rendement, mais aussi en termes de qualité. Donc, on en a parlé un petit peu. Il peut y avoir un impact de la fertilisation sur la qualité. Puis pour certaines entreprises, entre autres au niveau laitier, quand on recherche la qualité du fourrage, ça peut avoir un impact qu'on est capable de chiffrer par la suite. Ce qui est important quand on fait des expérimentations, c'est de toujours avoir un témoin zéro. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible à l'écran, mais vraiment, le bas de la photo, c'est la parcelle zéro. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence significative là, au niveau du rendement. Puis, dans ce cas-là, c'était du simple au double là, quand les rendements ont été pris. Un autre piste de solution, faire des suivis d'analyse de sol. Bon, là, évidemment, il y a beaucoup de variations spatiales au niveau d'un champ. Donc, ça va être important de faire ça avec du géoréférencement. Donc, toujours prendre les analyses de sol au même endroit pour avoir une évolution du portrait.
Il y a beaucoup d'exportation d'éléments nutritifs par le fourrage, puis on peut penser que plus on a de rendement, plus il y a d'exportation aussi d'éléments. Donc, ça va être important de faire un suivi de nos analyses de sol pour valider l'amélioration et ou le maintien de la fertilité. Donc, si on applique une fertilisation, puis qu'en faisant notre suivi d'analyse, on voit qu'il y a un maintien, je pense qu'on peut penser qu'on est sur la bonne voie. Si on voit qu'il y a des appauvrissements, on peut peut-être penser là, qu'on n'applique pas assez de fertilisation là, à différents niveaux. Faire des suivis d'analyse de fourrage, c'est peut-être un peu moins commun. C'est vraiment le lien, je pense, entre l'agronome qui travaille dans l'étable et l'agronome qui travaille au niveau du champ. Mais je sais que c'est des pratiques qui se font, donc valider la teneur en nutriments. Donc, si une plante est vraiment déficiente en certains éléments, ça peut être intéressant d'aller travailler au niveau de la fertilisation dans le champ aussi. Finalement, faire des analyses foliaires, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai quand même fait souvent. Des fois, on voit apparaître de la luzerne de toutes sortes de couleurs, surtout quand c'est sec. Donc, aller valider c'est quoi les teneurs de différents éléments dans les tissus végétaux, ça peut nous donner un bon indicateur aussi quand on a des seuils qui sont à des teneurs limites. Donc, la bonne dose. Premièrement, pour la dose, une fois qu'on a déterminé c'est quoi notre bonne dose par rapport à tout ça, ça va vraiment être un défi de la qualité de l'épandage. Et là, qu'on soit avec des fumiers ou des engrais minéraux, ça va vraiment être important de venir faire une calibration des épandeurs. Donc, c'est quoi la dose que je mets? Venir valider vraiment c'est quoi mon patron d'épandage et tout ça. Donc, je sais que c'est vraiment des étapes qui peuvent paraître longues et fastidieuses. Par contre, si on se dit qu'on repasse toujours dans les mêmes traces avec le même boguet, puis qu'on fait toujours les mêmes erreurs, on peut facilement se retrouver avec des zones qui sont un peu moins bien fertilisées. L'ajustement des épandeurs aussi, donc il y a différents ajustements qui peuvent se faire. Donc, même si on travaille avec des équipements à la fine pointe de la technologie, il faut prendre le temps. C'est vrai aussi dans le cas des épandeurs, beaucoup pour le fumier solide, hein, quand on travaille avec un fumier très pailleux, versus un fumier de poulet, ça ne sera pas le même patron de dispersion. Puis ça va être important de s'assurer qu'on a un bon patron de dispersion. Finalement, Yannick va en reparler un peu plus, mais au niveau des engrais, l'homogénéité au niveau des granules. Donc, c'est important d'avoir des masses volumiques le plus possible similaires pour que le patron de dispersion soit le plus possible uniforme. Donc, ici, sur la photo, ce qu'on voit, c'est une erreur au niveau d'un chariot d'engrais là, qui a fait en sorte que l'engrais a coulé beaucoup plus derrière le chariot directement. Ça nous a fait un beau test. Ça l'a vraiment permis aux milles de s'exprimer beaucoup plus. Puis le producteur a été convaincu de lui-même que maintenant, bien, il pouvait peut-être aller un petit peu plus loin que son 100 kg à l'hectare d'urée dans son année pour sa fertilisation. Vraiment, la qualité d'épandage, très important. Je ne verrais pas pourquoi on ne prendrait pas le STEM au niveau de précision pour les cultures pérennes autant que les cultures annuelles. De le prendre aussi autant pour le fumier organique, les engrais organiques que les engrais minéraux. Je pense que c'est important de pouvoir optimiser les ressources. Puis cette année, c'est encore plus vrai. Émilie, les engrais sont chers. Il faut optimiser vraiment les ressources à la ferme, placer la bonne dose, mais la bonne dose, ça vient avec le bon épandage. Fait que souvent, d'avoir vraiment ce respect qualité-là. Puis Émilie parlait d'homogénéité des granules. Souvent, on voit ça vraiment dans l'engrais. On a vu ça dans les années 2007-2008, que quand les engrais ont monté un petit peu, à ce moment-là, on avait les gens, ils négociaient un peu leurs engrais, puis on avait des engrais de mauvaise qualité. Puis souvent, quand on a un épandeur européen, moi j'en ai un à la ferme, puis un épandeur européen, ça va super bien avec un granule qui est très, très beau, vraiment uniforme, de la même baie, belle grosse baie aussi, puis prendre le temps de bien calibrer nos engrais. Puis c'est vraiment fabuleux de voir l'épandage qu'on a, mais c'est d'être un petit peu, je pense, d'être rigoureux à ça. Quand on reçoit nos engrais, moi, je ne vous nommerai pas la compagnie, mais il y a un moment donné, j'ai reçu de l'engrais, puis écoute, c'était de la poussière, là. C'était pas, ça valait pas mieux dans le maïs que dans mon soya que dans mes champs de foin. Fait que ça avait vraiment pas rapport. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'être rigoureux là-dedans. On paye pour un engrais de qualité, puis je pense que ça mérite. Puis l'engrais de qualité, l'engrais organique mérite d'être bien épandu aussi à ce moment-là. Fait que, Émilie, je pense que tu as vu chez toi, avec de tes clients, tu as vu aussi la technologie, des fois, elle ne fait pas tout non plus, hein? Ben oui, je ne sais pas si ça sort bien à l'écran, mais on voit deux belles bandes qui sont restées vraiment vertes, plus pâles suite à l'épandage du fumier de poulet.
Et le producteur avait muni les tracteurs du forfaitaire de balais GPS Carnot. Fait qu'on a pu vraiment retracer qu'est-ce qui s'était passé, puis on a vu qu'il y avait une erreur d'épandage. Donc, même si les tracteurs sont munis de systèmes GPS pour faire un bon travail, c'est pas impossible. Donc, l'opérateur, hein, comme Yannick, tu l'as dit, on peut avoir le meilleur épandeur engrais si on ne s'assure pas de la qualité du travail qui est fait. La technologie, ça fait pas tout. Exact. Fait que vraiment le bon endroit, on a précisé tantôt, vu qu'on a un système complexe de 3 ou 4 ans, 5 ans, puis des fois déterminer qu'une année, c'est pas une année de trop dans le système de fourrage, qu'elle nous amène un peu moins de rendement. Mais l'établissement, vraiment, c'est le mariage. C'est là que ça se fait. Tu fais l'établissement, tu as une incorporation. Dans la ferme chez moi, je prends le temps, après une céréale, mettre mes fumiers incorporés, vraiment combler les besoins phosphore, potasse. Je demande à mon agronome d'avoir une dose plus élevée. Il me l'accorde, tout va bien. Puis le semis, vraiment, l'implantation. Puis à ce moment-là, on peut aller chercher, vraiment penser phosphore, potasse sur 3 ou 4 ans, alors qu'on n'a pas... On ne raisonne pas de la même façon dans le maïs et dans le soya. C'est vraiment voir qu'est-ce qu'on va avoir comme suivi au champ. Puis c'est dommage parce que l'établissement, souvent, on va le faire l'automne, puis déjà, on va avoir une baisse de population ou de botanique dans les champs au niveau graminé, luzerne, puis finalement, on arrive à la première année, puis il peut avoir manqué 30 %. Fait que vraiment, de s'assurer qu'on est vraiment bien fonctionné. Oui, effectivement, comme tu le dis, Yannick, hein, c'est le seul moment, l'établissement, où on a une chance d'aller incorporer nos engrais. Et je donne l'exemple ici du phosphore, là, qui est, je pense, assez bien connu, très peu mobile au niveau du sol comparé à d'autres éléments. Donc, d'aller pouvoir combler les besoins, comme tu le fais, Yannick, à l'établissement va vraiment permettre de venir l'incorporer dans les premiers centimètres de sol pour qu'il soit vraiment en contact là, au niveau racinaire. Hein, parce que le phosphore, on se le rappelle, c'est super important, entre autres, pour le développement des racines. Et là, les plantes fourragères, on parle de système 3, 4, 5 ans, des fois parfois plus. Donc, le système racinaire prend toute son importance. Partir sur des bases solides, c'est vraiment important à ce niveau-là aussi. Donc, le patron d'application, on en a parlé, mais ça a aussi un impact sur aller mettre l'engrais au bon endroit. Donc, c'est intimement relié avec la dose. Donc, la qualité de l'épandage, ça va vraiment être important de s'assurer de ça. Pour mettre les engrais au bon endroit aussi, je pense que le taux variable, c'est un outil vraiment très intéressant qu'il ne faut pas négliger dans les plantes fourragères. Donc, entre autres, pour le potassium et pour la chaux, c'est quelque chose qui est vraiment important. Comme Émilie, tu dis, c'est vraiment on a parlé de le bon épandage, la bonne dose, mais le bon moment, le synchronisme. Puis peut-être cette année de s'adapter vraiment à cette hausse de la flambée des prix des engrais, c'est le bon moment. Je pense qu'il va être encore plus justifié. C'est vraiment regarder en taux en saison où est-ce que j'étais un peu de fumier l'année passée, au mois d'avril, on avait des conditions incroyables. On pouvait étendre sur les luzernes sans affecter les couronnes au niveau de la légumineuse. Est-ce qu'on peut le faire là ou au taux en saison? Puis s'apercevoir qu'en taux en saison, mais c'est profitable sur certaines graminées parce que le rendement se fait souvent le 2 tiers ou 80 % pour la première coupe. Fait que ça, on a manqué. Puis ça m'arrive souvent, moi, même chez moi, j'ai pas eu le temps d'évaluer la population de graminées luzerne. J'arrive, j'étends, puis je fais « Oh my God! » J'ai pas mal plus de graminées dans mon champ que j'espérais. Fait que de s'ajuster à ce moment-là. Fait qu'à ce moment, trouver le bon moment. Fait que, puis aussi, mais faire attention avec les fumiers, éviter le souillage des feuilles. Puis, on le voit, là, on voit les traces sur l'image. Là. On a des épandeurs, des fois avec des pneus très, très larges, mais aussi, c'est qu'on piétine beaucoup. Fait que le piétinement, de faire attention, surtout les légumineuses à ce moment-là. Mais la graminée, on voit vraiment des bels effets aussi. Oui, puis Yannick, hein, quand on parle d'y aller tôt après la fauche, c'est vrai pour tous les champs, mais surtout dans la luzerne. Puis j'aime toujours apporter l'aspect sur la fauche, hein, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont tendance à garder en tête le délai avec la récolte. C'est vraiment, des fois, il s'est écoulé 1, 2, 3 jours. Donc, au niveau de l'application, ça va être important d'y aller rapidement. Donc, facilement, au bout de 4 jours, on peut commencer à perdre 25 % de rendement vis-à-vis les lignes qu'on va faire avec le tracteur. Puis le bon moment, c'est vraiment
Je vous dirais, par expérience auparavant, même dans mes conseils de v'là une dizaine d'années, je disais tout le temps aux producteurs, attends un peu que la repousse soit faite. Puis, vois-tu, les dernières années, on a la tendance à avoir des printemps plus secs. Puis, souvent, l'humidité qu'on a, c'est vraiment tôt en saison. Fait que l'application vraiment d'engrais au bon moment s'applique vraiment de dire pas t'aller trop tardivement parce que la biraminée, elle va partir puis elle va avoir le besoin de se connaître vraiment le produit de l'azote puis mettre le bon produit à ce moment-là. Puis, comme je disais tantôt, le timing de l'azote, le timing, le synchronisme, puis utiliser les technologies de protection. Si toutefois le producteur, il ne fractionne pas au niveau du maïs, puis au niveau des céréales, puis que finalement, dans les prairies, il ne veut pas trop le faire, mais il y a des technologies de protection qu'on peut vraiment mettre le besoin vraiment tôt au printemps, puis avoir des bons rendements aussi à ce moment-là. C'est pas avancé. Puis vraiment, de trouver le comportement de la plante. Le bon moment pour moi, c'est vraiment de savoir au champ, c'est quoi qu'on a. Évaluer vraiment, est-ce qu'on a vraiment une graminée qui est présente, une légumineuse, pour pouvoir s'ajuster avec le bon produit, avec le bon moment aussi. Fait qu'on voit le potassium le surveiller à l'hiver au niveau de la luzerne, puis à ce moment-là, on est capable de pouvoir interagir puis s'adapter. Puis ça, je pense que ça prend une relation avec le conseiller, le suivi. Quand on dit l'aspect 3-4 ans, souvent, le producteur, il ne le fera pas tout seul. C'est vraiment de pouvoir au printemps faire le suivi, le potentiel de rendement qu'on a. C'est pas aussi facile qu'un maïs. C'est vraiment un défi important sur 3-4 ans, mais je pense qu'elle mérite d'être vraiment bien fertilisée. Puis vos prairies, en leur traitant de petits oignons avec des bons fractionnements, des bonnes doses, mais à ce moment-là, on va avoir établi une belle rotation, puis ça va servir aux autres, donner au suivant au niveau de la rotation. Oui, puis Yannick, une erreur majeure qui est faite au niveau de l'application de potassium à l'automne. Je pense que beaucoup de producteurs savent que c'est important d'appliquer de la potasse à l'automne, mais souvent, ils le font beaucoup trop tard. Donc, c'est vraiment l'engrais de bien le valoriser, donc d'aller le mettre au bon timing, donc plus au mois d'août plutôt que le mois de septembre, octobre, là, quand il est déjà rendu trop tard durant la saison. Donc, en terminant, on s'était donné comme mandat, Yannick et moi, d'allumer des lumières, de vraiment ramener un peu plus la fertilisation des plantes fourragères sur la table, puis de ne pas les négliger. Je pense qu'il y a des entreprises qui le font déjà beaucoup, mais on voit quand même que c'est souvent la première place qu'on va couper au niveau de la fertilisation. Donc, on voulait vous lancer des petites pistes de réflexion. Premièrement, on l'a mentionné, hein, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'en est-il quand des besoins, quand nos rendements sont supérieurs aux besoins établis des références actuelles qui se limitent à 8 tonnes de matière sèche à l'hectare? L'autre question qu'il faut se poser, on a beaucoup parlé de fertilisation, mais dans les faits, qu'est-ce qui limite vraiment mon rendement en foin? Et c'est là que je trouve les parcelles de fertilisation à la ferme très intéressantes parce que dans certains cas, moi, mon expérience a fait qu'on a poussé de la fertilisation puis on n'avait pas de réponse. Donc, ça nous amène à chercher qu'est-ce qui limite vraiment mon rendement en foin. Faire des expérimentations, essais aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour valider le potentiel de ma plante, de ma fertilisation? Puis un autre point qui est vraiment important aussi, comment je peux développer mon expertise pour apprendre à travailler de façon optimale avec les plantes fourragères. Donc, on l'a beaucoup illustré. Je pense que c'est un système complexe. Puis en tant qu'agronome qui avons fait de la fertilisation ou qui en faisons, c'est quand même beaucoup d'adaptation puis de challenge au quotidien. La question que j'aimerais poser, Émilie, est-ce que vous, comme producteur ou conseiller, vous accordez la même attention aux producteurs de foin, à les grandes cultures? Puis souvent, comme je disais tantôt, on est challengé au niveau du maïs, du soya à grande culture, mais challengé au niveau de prendre fourragère, c'est vraiment stimulant pour le producteur, autant stimulant aussi pour l'agronome aussi. Puis je pense qu'avec toutes les vertus de la plante fourragère, les cultures pérennes, on a tout avantage à pouvoir le faire comme ça. Fait que posez-vous la question vraiment, est-ce que je mets vraiment la même attention au niveau fertilisation, au niveau implantation, suivi de champ, puis de bien s'encadrer au niveau de la ferme, les ressources à la ferme. Effectivement.